Bienvenue dans Partage de coach, le podcast propulsé par Asilience Coaching. Je suis Charline et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace unique où chaque rencontre est une source d'inspiration et de transformation. Ici, vous allez découvrir bien plus que des interviews. Des parcours marqués par la résilience, des histoires authentiques et des clés concrètes pour avancer avec plus de clarté et d'impact dans votre mission. Que vous soyez coach, accompagnant ou simplement en quête de sens, ce podcast est là pour vous aider à grandir, vous inspirer et incarner votre rôle de leader du changement. Installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et laissez-vous inspirer. Hello Blandine, comment vas-tu? Salut Charline, je vais très bien, je suis ravie d'être là. Eh ben super, moi aussi je suis très contente que tu sois là. Ravie de t'accueillir sur Partage de coach. Déjà pour que les personnes puissent avoir une idée de qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour qu'on puisse te connaître un peu plus? Yes, donc je suis une maman de trois enfants, trois grands maintenant, deux étudiants et un qui est encore au collège. J'ai 53 ans. Je suis de base enseignante d'anglais et puis devenue coach par le biais d'une vie un peu personnelle, un peu tumultueuse, notamment au niveau de ma vie de couple. Et, euh, et en fait, le coaching m'a sauvée. Et, de fil en aiguille, au-delà de moi me faire coacher, j'ai voulu en savoir un peu plus sur comment moi-même ensuite accompagner les gens. Et de base, tous ces outils-là m'ont tellement aidé, ne serait-ce que dans mon rôle d'enseignante, que finalement, je les saupoudre un peu partout dans ma vie, euh, quand ça se présente. Et, euh, et je garde en moi profondément cette envie de transmettre et de partager tout ce que je peux découvrir. J'ai du mal à garder pour moi. Donc, de base, je suis quelqu'un qui aime être dans le partage et, et qui est persuadé que la connaissance, la découverte de soi, c'est l'une des rares choses que l'on partage et qui s'étend au lieu de se diminuer. Et je trouve ça assez fascinant. Hmm. Yes, génial. Et en termes de, tu as dit que tu étais devenue coach et du coup tu accompagnes sur quoi? C'est quoi tes outils, ta pratique? J'ai un axe énorme sur la partie communicationnelle, Mhm. l'intelligence relationnelle et communicationnelle, puisqu'étant plutôt spécialisée, on va dire, en PNL, même si évidemment il y a plein d'autres outils. Mais globalement, c'est quand même un des outils dont je me sers le plus, sachant que c'est ce qui existe en filigrane de toute communication entre êtres humains et forcément de tout coaching. Donc ouais, j'ai vraiment une affinité pour euh, comment recréer la relation, hein, ou comment Hmm. la créer, ou comment communiquer, que ce soit quand on est face à un public, ou que ce soit quand on a besoin de recréer la relation avec son adolescent, avec son couple, son conjoint, la famille. Euh, Hmm. en fait, je crois que pendant un temps, j'aspirais à tellement de paix dans certains domaines de vie, dont dans le domaine de mon couple, que ça a été comment je fais pour recréer la paix en moi et autour de moi. Hmm. Et donc, c'est par le biais pour moi de la communication que j'ai trouvé ça, dans le lien à l'autre. Hmm. Et si tu pouvais te décrire en une phrase, ça serait laquelle? Ce qui est bien, c'est que je suis une lionne euh, qu'il faut pas emmerder. Je suis une lionne qu'il faut pas emmerder. C'est-à-dire que par tout ce que j'ai développé, je pense que maintenant j'ai tous les outils euh, où extérieurement je suis très calme, très posée, je peux inspirer confiance et, euh, et en même temps cette capacité de savoir poser les limites et définir mon territoire en fait, Hmm. qui fait que qui fait que j'ai une économie d'énergie assez intéressante maintenant dans ma vie pour savoir euh, ouais, savoir poser mes limites et savoir aussi créer le lien sélectif et de qualité Hmm. avec les autres.
Yes, bah, on peut en reparler juste après. J'avais envie d'abord de te poser une question plus pour que les personnes puissent savoir par rapport à ton parcours justement et ton histoire. Si on reprend ta vie depuis que tu es toute petite, personnellement et professionnellement, jusqu'à aujourd'hui, quel a été ton parcours de vie? Ouh, toute petite. Ok. Vraiment, on part de toute petite. Non, d'accord. Bon. Ça fait Ok, peur? voilà. Non, non, pas du tout. En fait, du coup, je prends un peu d'élan. Toute petite, je trouve ça intéressant de placer le fait que je suis la troisième de trois enfants, parce que c'est quand je me suis formée en coaching après, j'ai vu à quel point ça avait la place dans la fratrie, développait quand même une forme intéressante de tempérament. Euh, Ce qui fait que voilà, bon, ça on verra plus tard. Donc, en gros, je suis troisième de trois enfants, issus d'une famille de sportifs, en fait. J'ai des parents basketteurs et qui m'ont rapidement mis au sport aussi, ainsi que mon frère et ma sœur. Et du coup, j'ai fait de la natation de l'âge de 5 ans à 15 ans, entre autres, mais beaucoup de natation. Euh, et puis, quand j'ai commencé à faire des contre-performances, parce que je visais les championnats de France et j'ai jamais réussi à me qualifier aux championnats de France, euh, j'ai eu une période où je faisais plus trop rien, mais j'avais quand même besoin du sport dans ma vie. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert un sport qui s'appelle le triathlon quand j'étais au lycée. Et, et je me suis pris de passion pour ce sport qui m'ouvrait le champ des possibles après avoir, euh, euh, après avoir sillonné tous les bassins de ma région et de faire un peu toujours les mêmes choses et de voir toujours les mêmes personnes. Et le triathlon a été un sport qui m'a ouvert à l'extérieur, en fait. Donc déjà par la variabilité des entraînements et des sports, mais aussi par la possibilité de sillonner la France entière pour faire des compétitions. Et de fil en aiguille, bon, j'ai fait des études, comme moi j'étais très ouverte à l'international, très intéressée par les langues. J'ai fait une étude de commerce international, enfin une école de commerce international. Mais en filigrane, j'avais quand même ce truc de je veux aller le plus loin possible dans le sport et jusqu'à espérer aller jusqu'aux Jeux Olympiques, qui était la première fois où ce sport était représenté au JO en 2000 à Sydney. Et, euh, et à l'époque, j'ai raté mes qualifications. Et Mm. donc, j'avais validé mon diplôme de mes études. Et en même temps, je n'avais pas d'ambition de métier particulière. Je ne mettais pas ça en priorité. C'est là que je me suis vu que, a priori, c'était pas dans mes valeurs forcément, l'aspect professionnel en tout cas, et que j'avais surtout envie de voyager et que ce sport-là me permettait de voyager en fait. Mm. Donc voilà, et au final, ayant raté la qualif, j'ai eu une phase de vie un peu particulière qui était que j'avais la perception d'avoir raté ma vie à 25 ans, du coup, euh, en ayant ambitionné quelque chose d'assez fort. Et je trouve ça d'ailleurs intéressant parce qu'on en parle assez peu de ce truc-là, notamment même des sportifs de haut niveau qui vont jusqu'au bout de leurs objectifs, qui ont même des podiums au JO. Et je trouve que c'est intéressant parce que depuis cet été, on en parle un peu plus, notamment avec Michael Phelps, qui en parle beaucoup de la santé mentale des sportifs de haut niveau, mais des sportifs en général, et j'ai envie de dire même des musiciens ou de tous ceux qui ont des ambitions assez fortes de qu'est-ce que c'est l'après, l'après-médaille, l'après, une fois que j'ai atteint mon objectif, ou l'après, même après avoir échoué à cet objectif-là, qui est quelque chose qui stimule toute une période de vie, donne beaucoup d'élan, de motivation, de mouvement, de rencontre, et puis d'un coup, il n'y a plus rien, et il y a un gros vide qui s'installe derrière. Mm. Et du coup, j'ai vécu une forme de dépression, en fait. J'étais pas bien, vraiment, quand après, à ce moment-là. Puis j'étais surtout en mode, bon, bah ok, mais depuis 3 ans, tu as ce rêve olympique, et puis en même temps, tu n'as pas exploité ton diplôme, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi. Euh, et voilà, et donc de fil en aiguille, ben, je me suis dit, bon, maintenant, faut peut-être travailler un petit peu. Et j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle Go Sport euh, pendant 3 ans. Et assez rapidement, comme entre-temps, j'avais entraîné aussi des gamins en triathlon, je me suis retrouvée au siège pour faire de la formation, pour former les équipes.
Et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais ça, transmettre en fait. Euh, et, hum, et puis est arrivée la personne qui est devenue ensuite le père de mes deux premiers enfants dans ma vie. Et donc j'ai mis je suis devenue maman de deux enfants en l'espace de très peu de temps, assez rapproché. Ce qui fait que j'ai été arrêtée pendant 3 ans professionnellement pour être mère au foyer. Et, et ça a été une période très particulière et très dure pour moi parce que je pense que dans mes valeurs et dans mon tempérament, j'ai besoin d'être ouverte sur l'extérieur et je me suis sentie particulièrement enfermée dans ce rôle-là. Et donc, j'ai pour habitude de dire que c'est là qu'a commencé mon aliénation, dans tous les sens du terme. Dans le sens où j'avais l'impression de devenir folle et j'avais l'impression d'être devenue complètement dépendante de mon ex-compagnon, voilà, dépendante du rythme de mes enfants. Enfin voilà, j'existais plus, j'avais plus la perception d'exister. J'étais vraiment en mode survie. Et avec un compagnon à l'époque qui lui, ne gérait pas du tout le côté maison. Et du coup, ouais, je me disais à l'époque, j'avais, j'avais beaucoup de révolte en moi parce que quand de temps en temps on sortait avec des amis et puis qu'on évoquait ma phase sportive de haut niveau, il y avait une forme d'admiration des gens sur cette phase de vie et je me mettais dans des colères noires. Euh, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi en fait. Et je mettais les gens mal à l'aise avec ça. Et en fait, je me rendais compte que ce que j'étais en train de traverser à ce moment-là, en étant mère au foyer, H24, avec peu de sommeil, complètement dédiée aux enfants, etc., etc., bref, à la famille, euh, j'avais l'impression de faire mon Ironman tous les jours, sans récup à l'arrivée, sans massage et sans aucune forme de reconnaissance de l'extérieur, en fait. Mm. Et, et en fait, ouais, c'était vraiment intéressant comme phase de vie, pas évidente, mais. Et c'est depuis ce moment-là que je me suis dit, putain, mais en fait, on valorise les sportifs de haut niveau. Et je me dis, mais en fait, on valorise pas suffisamment toutes les actions quotidiennes des mamans et de tout ce qu'on peut faire au quotidien. Et il y a une forme de révolte qui est montée en moi à ce moment-là, vraiment, de, de l'absence de reconnaissance de ce métier-là, quelque part, qui est de s'occuper de ses enfants et en même temps de voir l'importance que ça revêt d'avoir la vie d'un être humain entre ses mains, quoi. Tiens. Mm. Et, euh, et donc, je passe un peu de temps là-dessus parce que bah, c'est là qu'après, quand les enfants grandissant, que je commence à récupérer un petit peu de force, à la fois physique, mentale, émotionnelle, euh, je me suis rendu compte de tous les décalages qu'il y avait entre mon ex-compagnon et moi, dans nos valeurs et dans la vie qu'on était en train d'essayer de construire, cas à cas. Et en fait, je commençais à me rebeller, vraiment, c'est-à-dire à dire tout ce qui n'allait pas. Et en face de moi, j'ai eu quelqu'un qui, au lieu d'accepter le dialogue, s'est braqué dans ses positions. Et donc, on est allé au clash, ce qui a amené à une séparation, avec, on va dire, perte et fracas. Ça a été assez violent. Et, et là, je me suis vue dans un espace où je comprenais pas ce qui s'était passé, quoi. Parce que j'avais une intention qui était, pour moi, comme j'ai un exemple familial qui est, ben voilà, mes parents viennent de fêter leurs 60 ans de mariage. euh, enfin, en gros, j'étais le premier cas de divorce de la famille, enfin de séparation, même si on n'était pas mariés. Mais pour moi, à partir du moment où on avait des enfants, on était liés à vie, tu vois, dans mes croyances et dans mon histoire. Et donc, ça a été vraiment un déchirement, même si c'est moi qui, au final, ai pris la décision de partir, mais il y a eu beaucoup de violence qui n'a pas été tant physique, mais surtout verbale. Et là, je me suis dit, mais au final, j'ai expérimenté tout le noir qui était en moi. Mm. Et je me suis dit, mais c'est fou d'être avec quelqu'un, aux côtés de quelqu'un avec qui tu es censé vivre de l'amour et, euh, et avec qui tu partages ta vie. Et de voir que finalement, c'est cette personne-là qui m'a fait ressortir le plus noir de ce qui était en moi. Mm. J'avais jamais été exploré. Enfin, il m'a permis d'explorer des choses que je ne soupçonnais même pas en moi.
sur mon côté dark. Et, euh, et la personne que j'étais en train de devenir me faisait vraiment peur, quoi. Donc, du coup, bah, la séparation s'est imposée. Et en fait, bon, ça a été déjà le premier truc euh, où là, je me commençais à me faire accompagner pour dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et je pense que le gros travail, il a commencé là, pour moi, le travail personnel. Mm. Et c'est là que j'ai acheté mon premier bouquin de John de Martini, d'ailleurs, à l'époque, que j'ai commencé à lire et que j'ai fermé au bout de 30 pages parce que je comprenais rien du tout à ce qu'il racontait. À l'époque, je me faisais plus accompagner au niveau psychologique. J'étais allée voir un psychothérapeute. Je ne connaissais pas le coaching encore à l'époque. Et il m'a énormément aidé, hein. Franchement, j'avais coutume de dire qu'en 2 ans, il m'a fait gagner 10 ans de vie. Euh, et en même temps, voilà, j'essaie d'ouvrir certains. Même j'avais même acheté un des bouquins de Tony Robbins qui est Pouvoir illimité. Et c'est pareil. C'est un bouquin que je commençais, je comprenais rien. Je l'ai fermé. Euh, et ouais, j'ai pas réussi à le finir à l'époque. C'est des bouquins que j'ai initiés, mais je comprenais pas. C'était pas encore dans mon scope de compréhension. Mm. Euh, Bref, mais bon, voilà, je commençais à piocher là-dedans pour comprendre, commencer à comprendre ce qui s'était joué, comment ça se fait. En fait, mon questionnement, et je crois que ça a été ce qui a motivé toute ma formation derrière, c'était comment ça se fait qu'avec une réelle intention d'amour et une réelle valeur sur la relation à l'autre, on peut en arriver là, quoi. Ou moi-même, j'ai pu en arriver là. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, j'ai pris conscience que l'intention ne suffisait pas. Mm. On a des intentions, mais on n'est pas souvent armé pour, on ne sait pas faire, en fait. Et quand on se laisse déborder par notre émotionnel, en fait, on peut avoir toutes les belles intentions du monde, l'intention ne suffit pas. Mm. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai re-rencontré une autre personne, peut-être moins de 2 ans après, et je me suis remis en couple. Alors entre-temps, je m'étais formée pour devenir enseignante. J'ai omis le volet professionnel, mais ça joue aussi parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que je crois que fondamentalement, dans ma perception d'une relation, c'était, faut pas qu'il y ait de conflit. Et une relation réussie, c'est une relation où il n'y a pas de conflit. Pourquoi? Parce que j'avais un modèle de parents que je ne me rappelle pas avoir vu se disputer. Parce que leur fonctionnement, c'était si on a un désaccord, on ferme la porte, on règle ça dans la cuisine, mais les enfants n'ont pas besoin d'écouter ça. Et donc, il y en a forcément eu des désaccords, mais de mes souvenirs d'enfance, je n'ai pas de connaissance d'avoir vu mes parents se disputer. Mm. Et donc, le schéma, je l'ai compris après, parce que j'avais aussi une maman qui aussi évitait le conflit. Mais en même temps, je pense que quand ça montait, c'était on ferme la porte et les enfants n'ont pas à assister à ça. Ce qui fait que dans mon modèle du monde, c'était dans un couple, on ne se dispute pas. Et ce qui fait que je réfrénais, je disais pas les choses, en fait, jusqu'à ce que ça explose. Et Mm. donc, c'est ce qui a entraîné derrière, après, ce côté, les séparations. Mais en tout cas, comme parallèlement, je me forme pour devenir enseignante et que j'atterris dans un réseau d'éducation prioritaire, comme par hasard, je me retrouve dans une zone où je dois gérer des conflits en permanence, même avec mes élèves. Et donc, je trouve ça intéressant parce que comme j'étais celle qui voulait fuir le conflit, j'ai attiré dans ma vie des conflits pour comprendre que le conflit n'était pas le problème. Ça, je l'ai compris plus tard, mais c'est ce qui m'a vraiment aidé. Comme quand David Laroche dit OK, quand ça commence à être tendu, c'est game on, tu vois. C'est le jeu qui commence pour commencer à t'entraîner. Et en fait j'ai eu des terrains d'entraînement dans mon couple et dans ma vie pro, au quotidien, en fait. Mm. Et donc, voilà. Et donc, de fil en aiguille, il y a eu donc cette remise en couple. On a eu un enfant ensemble de nouveau. Et puis, 4 ans plus tard, et puis de nouveau des conflits. Et puis, 4 ans plus tard, de nouveau, je me resépare. Et là, il y a eu un switch en moi qui a été, putain, mais le point commun dans tout ça, c'est moi. Qu'est-ce que je fais pour provoquer ça, quoi? Alors que je perçois avoir une valeur couple importante, je perçois avoir une valeur amour importante, je perçois avoir une valeur relation importante. Qu'est-ce que je fais pour provoquer ça, quoi?
Mm. Et en fait, comme je ne voulais plus, j'étais plus dans ce mode victime, j'étais plus dans j'avais quand même résolu pas mal de choses, compris pas mal de choses, qui fait que cette deuxième séparation, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, il n'y a pas eu autant de débordements émotionnels, parce que je me voyais venir, en fait. Et donc, je me suis pas laissée happer par ça. Mais quand même, je me suis dit, j'ai besoin de comprendre, et en même temps, j'ai besoin de voir l'avenir, et j'ai besoin ouais, de voir comment je fonctionne, quoi. Pourquoi je provoque ça dans ma vie. Et là, je me suis fait coacher pour la première fois. Parce que je me revois aller voir le médecin qui, à l'époque, m'avait mis en arrêt maladie parce que j'étais à un moment pas bien. Et il me dit, bon, ben, faites-vous accompagner, vous allez voir qui? Allez voir un psychothérapeute et tout. Et je me revois lui dire, non, mais moi, c'est bon, le passé, je l'ai compris. Maintenant, je veux comprendre le futur. Et c'est là qu'il m'a tendu une carte de coach. Il m'a dit, bah, peut-être essayer. Et donc, je me suis fait coacher pour la première fois suite à cette deuxième séparation, sachant que je m'étais mariée. Donc là, il y a eu un divorce. Enfin, voilà. Et donc, merde, j'étais là, fuck, quoi. J'ai bientôt 40 ans, et j'en suis là, quoi. Donc la perception d'avoir quand même échoué, au niveau de ma vie amoureuse. Et puis surtout, en même temps, avec un engagement profond qui était, on a des enfants ensemble. On on n'y a pas réussi en étant ensemble, mais on a absolument besoin d'apprendre à communiquer, parce que j'avais quand même une valeur très forte, encore une fois, sur la transmission. Et malgré tout, je voulais que mes enfants, souffrent le moins possible de ça, quoi. Et donc, je pense que mon point d'orgue et mon point d'honneur, ça a été, on reste parents, et il est hors de question qu'on se fasse la guerre le restant de nos jours. Mm. Donc, comment retrouver la paix au sein de la relation, même en étant séparés? Mm. Et, et donc, de fil en aiguille, me faisant coacher, il y avait plein d'outils que la coach utilisait, etc. Et puis, je m'intéresse à certains outils. À mon avis, elle me parle de PNL. Je fais, ah, c'est quoi PNL et tout. Bref. Et puis, je commence moi-même à creuser, à faire des séminaires. Je suis allée voir Dr. Joe Dispenza aussi. Je me suis intéressée à la pleine conscience à ce moment-là. Et puis après, je vais voir Tony Robbins à Londres. Enfin, voilà, je commence à faire des séminaires un peu par moi-même. Et puis, je fais un premier séminaire en PNL. Et, euh, et là, la claque, la grosse claque, où les bases PNL, m- me mettent face à moi-même et face à tout ce que j'ai pu vivre dans mes relations, en me disant, mais depuis le début, je marche sur la tête, en fait. Depuis le début, je marche sur la tête. Et, euh, et donc, quand moi j'ai découvert cet outil-là, qui est un outil de communication, en fait, ben, ça a commencé à m'accompagner dans l'apaisement des relations avec, mon ex-mari, dans l'apaisement des relations avec la façon dont je gérais les conflits avec mes élèves. Pas forcément des élèves vis-à-vis de moi-même, mais beaucoup des conflits qu'ils ont entre eux, en fait, hein, qui étaient quotidiens. Euh, dans l'apaisement des relations que j'avais moi-même avec mes enfants, et puis surtout dans l'apaisement de la relation que j'avais avec moi-même, Mm. qui est en fait le point de départ, mais on l'ignore souvent. Et tout ça, ça m'a ouvert après tout un tas de choses. C'est-à-dire que ça, quand après j'ai commencé à me former en coaching, j'ai vu à quel point c'était un outil qui transparaissait partout. Et j'ai vu à quel point, quand on s'intéresse après à l'aspect plus spirituel, ça transparaît, dans la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, tous ces trucs-là dont on parle. Je dis, mais en fait, c'est de la PNL. Enfin, en fait, ça transparaît partout. Mm. Mm. Bah, c'est super intéressant. J'ai noté plein de choses. Mm. Euh, Déjà hyper inspirant parce que du coup, il y a eu plein de rebondissements et pour autant, moi, ce que j'entends surtout, c'est la prise de responsabilité quelque part dans ta vie, même si c'est pas évident. C'est un peu ça qui a déclenché un peu tout en fait. Mm. Euh, et du coup, moi, je me demandais, je vais reprendre depuis le début, mais tu as partagé justement le fait qu'aujourd'hui, tu poses des limites, tu poses ton territoire, tu économises ton énergie et tu crées des liens sélectifs. Pour beaucoup de Mm. personnes, c'est vraiment difficile de mettre ça en place. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu aimerais partager pour que les personnes puissent voir justement comment poser des limites, un territoire, économiser son énergie et sélectionner les personnes qui nous entourent? Oh, bah, en fait,
la stratégie, entre guillemets, c'est déjà de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe en nous. Mais en fait, c'est une stratégie permanente. C'est qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça. Il y a connaître ses valeurs. On en revient toujours à ses valeurs. C'est quoi mes importants? Et là, par rapport à ça, à quel endroit c'est en train de déborder sur mon territoire? En gros, mon territoire, c'est mes valeurs. Donc, bien connaître ses valeurs et bien connaître ses importants. Et je trouve ça très, très intéressant quand on traverse des phases de vie où on perçoit du manque, que ce soit du manque de temps, que ce soit du manque d'argent, que ce soit du manque d'énergie, du manque de santé aussi. Parce que je trouve que ces périodes de manque, quand on les traverse, elles nous permettent d'aller à l'essentiel. On le voit quand, par exemple, on s'est blessé à la jambe et que d'un coup, on marche à cloche-pied ou qu'on marche en béquille. Bon, si on doit aller d'un point A à un point B, on réfléchit avant au déplacement pour aller direct à l'essentiel. Quand on a moins de sous dans le porte-monnaie, bon, ça va être quoi les dépenses que je vais privilégier pour aller à l'essentiel. Et donc, je trouve que traverser une période de manque, encore une fois, quelle que soit la forme du manque, ce sont des phases intéressantes pour encore mettre en exergue encore plus c'est quoi nos importants et nos valeurs. Mm. Donc, ça permet vraiment ensuite d'économiser du temps sur, bah là, c'est mon territoire et c'est mes fameux gros cailloux que je veux pas lâcher, peu importe ce que l'environnement va exiger de moi et peu importe si je me fais pas aimer par tout le monde. Mm. Parce qu'on voit beaucoup aussi bah, de personnes, hein, et moi y compris, des fois, bah, c'est vrai que c'est difficile de se prioriser dans ses valeurs et de mettre une limite sur son territoire parce qu'on Mm, perçoit que bah, on n'est pas gentil, etc. mm, Comment, quelque part, bah, on peut euh, poser ses limites de manière saine avec soi tout en se sentant à l'aise parce que on peut se forcer à poser des limites, mais pour autant, c'est pas reçu forcément du coup de la bonne manière pour l'autre parce que c'est forcé et c'est pas fluide pour nous. Comment on peut rendre ça fluide? mm. Euh, alors, ça dépend de ce qu'on est en train de traverser. Il y a des phases où on sait que on va baisser la tête et puis dire, OK, là, il y a un objectif, etc. Peut-être que c'est pas concordant, etc. Mais je vais me donner les moyens parce qu'il y a tel environnement qui fait qu'il y a une échéance. Et je te prends un exemple. Tu dois préparer une conférence et puis tu as plein de choses. Enfin, tu vois, t'es déjà un emploi du temps bien rempli. Et puis tu te rajoutes un truc comme par exemple préparer une conférence. Bon, ben, on sait que pendant un temps, même si j'ai la valeur enfant, même si j'ai la valeur santé, pendant un temps, peut-être que je vais moins marcher, peut-être que pendant un temps, je vais peut-être un peu moins dormir, peut-être pendant un temps, je vais passer moins de temps avec mes enfants parce qu'il y a une échéance à court terme, tu vois. Mais je le fais en conscience. Donc déjà, ça, ça permet de pas faire de bruit et surtout, ça permet aussi de se dire à soi et de prévenir son environnement de pendant un temps, ça va être comme ça. Donc je pense que d'arriver à se donner une échéance permet aussi d'enlever le bruit mental en arrière-plan de purée, là, pendant ce temps-là, je suis pas en train de faire ci, je suis pas en train de faire ça. Ce qui prend de l'énergie, c'est le bruit mental en arrière-plan des injonctions qu'on est en train de se donner, de ce qu'on devrait faire et qu'on ne perçoit ne pas faire. Hmm, ouais. Ça, c'est déjà un Et premier élément de réponse. il y en a d'autres? Et reformule-moi ta question, parce que l'autre élément, je l'avais, mais je l'ai perdu. Parce que du coup, moi, il m'est venu une autre question. J'étais en train de penser à un exemple. Du coup, je sais plus ce que je t'ai dit. Mais c'est ok, c'est pas grave. Euh, Parce que là, j'étais en train de m'imaginer par rapport à ce côté créer du lien sélectif. Je me dis, Oui, mais il y a plein de fois où ça peut arriver d'être face à des personnes qui veulent. Enfin, les gens, je sais qu'ils sont pas responsables du fait de prendre notre énergie ou. Enfin, on a une responsabilité là-dedans. Mais du coup, oui, il y a ce truc de. oui, je l'ai. Ils prennent trop d'espace. La Mm. personne prend trop d'espace. Elle veut mordre sur notre espace. Et du coup, Ouais, c'est dur de poser une limite parce qu'en yes. fait, on se sent absorbé et on ne sait pas quoi faire. Et même, on a l'impression que même si on s'exprime, que ça ne Mm. sera pas entendu. Donc, c'est difficile. Même des fois, ça peut être des gens qu'on apprécie. Et du coup, on ne veut pas casser le lien, mais en même temps, on ne veut pas accepter celui-là comme ça non plus. Ouais, ouais, ouais. Yes, ça me revient, ouais. Merci. Oui, parce que le premier exemple que je t'ai pris, c'était genre une situation exceptionnelle avec un truc en plus et une échéance à gérer. L'autre situation, c'est effectivement, bah, du coup, dans le quotidien, comment on fait?
quand on n'a pas forcément choisi et que les gens arrivent et prennent sur notre espace. En fait, j'ai pris pour habitude de faire ce pas de côté. Alors, il y a déjà plusieurs prérequis. Le premier prérequis, c'est comment déjà moi je gère mon quotidien pour arriver et maintenir ma forme physiologique et sustenter déjà à mes besoins physiologiques. Pourquoi? Parce que c'est super dur de poser des limites quand on est dans l'épuisement. Si soi-même on est épuisé, quelqu'un arrive dans ton espace, on a beau avoir tous les outils du monde, euh, on a une réalité physiologique qui fait qu'à un moment donné, soit on va poser une limite, mais ça va être très maladroit et ça peut créer une rupture, soit on va pas le faire et on va continuer de se faire absorber. C'est un petit peu le principe du burn-out, hein. Les gens, ils sont épuisés et puis ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent et on se dit, mais comment ils tiennent, comment ils tiennent, comment ils tiennent? En fait, ils sont déjà en pré-burn-out et en fait, ils tiennent quand même. Mais ils tiennent quand même, ils se laissent absorber, quoi. Parce qu'à un moment donné, la limite est tellement franchie qu'ils ne savent même plus qu'il n'y en a plus. Et qu'elle va arriver à un moment donné par la rupture au niveau de problèmes physiologiques qui vont survenir, quoi. Mm. Ou problématiques mentales. Donc déjà, il y a j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme en médecine, en fait. C'est qu'est-ce que je mets en amont en prévention pour déjà mettre de la conscience sur, tiens, là, ça commence à déborder. Parce que si moi-même, je suis épuisée, je vais pas sentir le moment où ça commence à être trop. Mm. Tu vois. Euh, donc ça, c'est un premier prérequis. C'est en amont, qu'est-ce que moi, je mets en place pour avoir la plus belle énergie possible dans mon quotidien, que ce soit en gérant mon sommeil, mon alimentation, ma façon de m'aérer, ma façon de bouger, ma façon de m'oxygéner. Enfin voilà, ce sont des prérequis nécessaires déjà pour notre corps, quoi, Mm. notre santé physique et notre santé mentale. Et si, Et, et ouais, c'est parce que ça me vient, si c'est déjà quelque chose qui est installé depuis longtemps, comme tu le dis, en fait, on accepte que quelqu'un prenne notre énergie, on s'en rend hum, pas compte, ça fait un moment que ça dure et on sait pas comment faire. hum. Euh, c'est exactement l'analogie que je peux te prendre, c'est que c'est exactement la même que quelqu'un qui a une mauvaise posture quand il travaille, par exemple, en ergothérapie, et enfin qui fait pas d'ergothérapie justement, et qui prend une mauvaise posture, et qui à un moment donné, à force d'avoir cette posture, ben, du coup, va contracter son corps, et va à un moment donné, le jour où il va vouloir redresser ça, ben, va falloir plus de temps que quelqu'un qui aurait corrigé le truc dès le départ. Un peu comme Mm. l'image que je prends souvent, c'est aussi la tour de Pise ou un bâtiment. C'est-à-dire que tu poses les premières pierres, si elles sont quelques centimètres de travers, quand tu commences à poser toutes les pierres, à la fin tu dis putain c'est tout penché, et du coup reprendre du début, bah, ça nécessite parfois de tout déconstruire, parce que essayer de redresser c'est pas possible. Tu vois. Mm. Et donc en fait, évidemment que plus dans une forme de relation, il y a quelque chose qui est installé depuis longtemps, plus le changement selon l'état de conscience où nous on en est et surtout l'autre là où il en est, peut créer des conflits et peut fragiliser la relation. Mm. Mais à la hauteur où elle peut la fragiliser, elle peut aussi la renforcer. Et en fait, la question à se poser, c'est quel est le risque que je suis prête à prendre? En fait, qu'est-ce que je suis prête à perdre euh, euh, en étant persuadée que de toute façon tout est équilibre, donc il y aura toujours à perdre qu'à gagner. Mais en gros, est-ce que de modifier cette relation, j'ai besoin que ce soit immédiat parce que c'est trop douloureux pour moi et du coup, ben, ça risque de créer des tensions assez immédiates et ça peut aller à la rupture. Ou est-ce que j'instaure petit à petit des choses, tu vois, de la même manière que comme si on déconstruisait une pierre pas à pas. J'instaure petit à petit des choses et surtout, j'y vais une à la fois. Mm. Prenons l'exemple d'un adolescent, parce que c'est un exemple intéressant, où à un moment donné, bah, parce que lui, il est dans sa phase rébellion, où parfois il y a la communication qui se rompt, etc. Euh, si tu laisses, euh, si tu le laisses faire sur plein de plans et tu laisses passer, tu laisses passer, tu laisses passer, tu laisses passer des choses, et la relation est installée de telle façon que quelque part, ça a empiété sur plein de trucs à moi parce qu'il laisse traîner ses chaussettes, parce qu'il me répond, parce que si, parce que ça, tu vois. Et que d'un coup, tu dis, bon, bah maintenant, tu vas arrêter de me répondre, tu vas faire tes chaussettes, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Du coup, le gamin, il va dire, what the fuck, tu vois, dégage, quoi, tu vois. Et d'un coup, ça va créer une tension, tu vois.
Mm. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, c'est quoi le truc le plus important pour moi, qui va être, pour moi, la priorité à changer, sachant que c'est mon enfant, il n'y aura pas de rupture de relation, il n'y aura pas de séparation, en tout cas si c'est l'intention, hein. Et donc de dire, bah, peut-être que j'ai laissé s'installer trop de choses. Évidemment qu'idéalement, c'est toujours plus facile de marquer la frontière dès le départ. Mais encore une fois, peut-être qu'il y a eu une phase de vie où il y a eu de la fatigue, il y a eu de l'indisponibilité, il y a eu peut-être parfois en tant que parent la volonté de compenser une forme d'absence en lien avec une activité professionnelle prenante. Et du coup, on a laissé passer des choses par rapport à notre adolescent et dire, OK, ben, quel est le plus petit truc possible par lequel j'ai envie de commencer? Ou alors, quelle est la grosse chose par laquelle j'ai envie de commencer? Et sur cette grosse chose, ça va être quoi le plus petit pas possible pour Mm. aller déjà vers le changement de cette grande chose? Mm. Je te prends un exemple, encore une fois, c'est assez léger. Ça paraît léger, mais tu sais, l'histoire des chaussettes, c'est assez symptomatique quand même sur la vie du quotidien. Ça vient encore déceler autre chose derrière. Mais si tu as un ado qui laisse systématiquement traîner tous ses fringues par terre, c'est de commencer à pouvoir déjà exprimer, bah tiens, euh, quand tu mets tes chaussettes là, quand tu ranges tes chaussettes là, et que tu les mets là, ça fait une vraie différence pour moi, Mm. tu vois. Et bon, ça ressemble un peu à, tu sais, des éléments qu'on peut voir en CNV, par exemple, mais c'est encore une fois de dire, plutôt que de rentrer en frontal et de dire, bah voilà, je veux que ça change et c'est toi le problème, c'est, ben, j'ai un besoin, et plutôt que de donner d'exprimer un besoin, comment dire, euh, comment on explique ça? Plutôt que d'exprimer un besoin générique, exprimer un besoin spécifique. Mm. C'est-à-dire, j'aimerais que tu ranges ta chambre, c'est générique. Si le gamin, il sait pas plier un truc, ou il sait pas, enfin, tu vois, des fois, c'est, si tu as laissé traîner le truc et qu'il n'a pas pris l'habitude de ranger sa chambre, il sait pas ce que c'est que ranger sa chambre. C'est quoi ton critère à toi d'une chambre rangée par rapport à son critère à lui d'une chambre rangée? Enfin, ça se trouve, elle est rangée, alors que toi, tu l'aperçois complètement en bordel. Mm. Alors que si tu lui dis, bah voilà, regarde, quand tu mets tes chaussettes là, pour moi, ça fait une vraie différence. Tu commences par les chaussettes, tu vois. Mm. Et Yes. après, il va commencer à le faire parce que il se sent pas agressé. Et tu vas valoriser ce truc des chaussettes. Waouh, mais enfin, encore une fois, c'est pas valoriser en mode je me fous de ta gueule. Ah, c'est bien, t'as rangé tes chaussettes, tu vois. C'est tout est dans le. Je pense vraiment sincèrement que là, tu l'as fait et je reconnais l'effort que tu as fait dans cette envie de changer et d'aller faire un pas vers moi. Ouais, ça demande d'avoir un peu quand même travaillé sur soi avant de réussir à le faire pleinement, on va dire. Pas en mode technique, mais Complètement. en mode aligné. Exactement. Et c'est Mm. pour ça que, encore une fois, ça part toujours de soi. Ça Mm. part toujours de soi, en fait. Parce qu'en fait, il y a ce pas de côté qu'on peut faire, c'est en gros enfin, une autre astuce, c'est aussi d'arriver à faire ce pas de côté et dire, mais putain, mais quand l'autre fait ça et que ça empiète sur mon territoire, en fait, c'est quoi son intention? Et la plupart du temps, on verra que c'est pas l'intention d'empiéter sur le territoire. Mm. Donc déjà, ça lâche le truc de, c'est pas contre moi le truc qui le fait, c'est pour lui. Juste, il le voit pas. Donc comment je peux lui ouvrir les yeux là-dessus? Mm. L'accompagner, quoi. C'est l'accompagner, c'est-à-dire que j'accompagne en étant moi-même déjà apaisée par rapport à ce truc-là. Je vais pas y aller en frontal. Et c'est surtout, j'y vais encore moins en frontal quand en arrière-plan, j'ai détecté l'intention derrière la forme Mm. que l'autre m'impose. Yes. J'ai encore plein de questions à te poser. Du coup, pour une question de timing, même si c'est hyper intéressant, Yeah. je voudrais savoir, parce que tu as parlé justement qu'à 25 ans, tu avais la perception d'avoir raté ta vie et tu as partagé aussi ce côté bah, échec, l'après-médaille. Du coup, Mm. toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a la perception de rater sa vie, qui a l'impression de vivre de l'échec? Serait quoi ton partage par rapport à ça? Mm. Alors, il me vient comme ça spontanément deux choses. Mm. La première, c'est à quel point ce que tu perçois comme un échec, c'était pas, enfin, jusqu'à ce que tu perçoives ça comme un échec, tu n'étais pas en train de te subordonner aux valeurs d'un autre, ou d'une autre, ou de la société. C'est-à-dire que tu percevais peut-être un objectif qui n'était pas le bon pour toi. Typiquement,
quand moi j'ai perçu, alors ça je l'ai pas vu sur le coup, hein, je m'en suis rendu compte des années après, mais quand j'ai cette notion d'échec que j'ai pu avoir parce que j'avais pas été qualifiée au JO, en fait, je me suis revenue au fait, le point de départ, c'était quoi? Pourquoi j'ai fait du triathlon? Tu vois? Et en fait, mon point de départ de faire ce sport, c'était je découvre, je voyage, et mes performances me permettent de voyager à travers le monde. Mm. C'était ça mon kiff. C'était l'ouverture aux autres. C'était la découverte de l'autre. C'était les voyages. C'était pas la performance, en fait. Et la performance, c'était mon père. C'est, en gros, euh, faut être performant dans la vie. C'est une manière de tracer son chemin. Euh, Bref, le côté médaille, c'est mon père. C'est pas Mm. moi. En fait, monter sur un podium, je m'en foutais, en fait. J'étais du podium, j'avais ma médaille, limite, je descendais vite du podium. Je m'en foutais, en fait. C'était pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était ce que ce sport me permettait de vivre. Et donc, forcément, j'ai pas échoué en n'allant pas au JO, parce qu'au final, de toute façon, le mur que je me suis pris avant d'aller au JO, je me serais pris après. Et je l'ai vécu par, comment dire, par procuration, puisque j'ai une de mes meilleures amies qui est allée, elle, et qui finalement a vécu la même chose que moi, mais en décalé, quoi. Donc de Mm. toute façon, je me serais pris pareil. C'est, au final, tu donnes quel sens à ta vie. Donc déjà, il y a, c'est vraiment ça. C'est déjà, quand je perçois un échec, c'est sous quelle forme, jusqu'à jusqu'à cet échec perçu, je n'étais pas finalement en train de me subordonner aux valeurs de la société ou de quelqu'un d'autre. Et finalement, c'était pas vraiment mon truc à moi, ce truc-là, cet objectif-là, sous cette forme-là. Mm. Et ça permet de déculpabiliser un peu. Ouais, oui. En fait, ce qui vient aussi, je crois que c'est une citation de Nelson Mandela qui dit je n'échoue jamais, euh, soit j'apprends, enfin, voilà, soit je réussis, soit j'apprends, quoi. Tu vois. Et donc, en fait, derrière ce qu'on peut percevoir comme un échec, en quel point c'est une vie, enfin, c'est d'arriver, et là, c'est plus les process à la de Martini à rééquilibrer, c'est à quel point cet échec, finalement, m'aide à aller encore plus fort vers ce qui est non seulement vraiment important pour moi, mais qu'est-ce que ça me permet de développer comme compétences, comme relation, comme intention? Sous quelle forme ça m'aide à me réorienter vers ce qui est vraiment important pour moi? Mm. Quel Et donc quand on donne un sens à ce qu'on perçoit être comme un échec, au final, tu sais, c'est vraiment la ligne du jugement qui est que un échec peut être notre plus belle victoire quand on arrive à avoir vraiment le sens que ça peut avoir derrière. Mm. C'est-à-dire que moi, enfin, sur les échecs que je peux avoir perçus, comme par exemple avoir échoué mon couple à l'époque, je me dis, mais si j'avais pas vécu ça, je crois que je me serais soumis à une forme de bah, je reste dans mon couple quoi qu'il advienne, quitte à subir des trucs et vivre des trucs et en fait, ça aurait pas été juste ni pour moi ni pour mes enfants en fait. Mm. Et si je me connecte vraiment à mes valeurs, qui est l'ouverture sur le monde, je vois à quel point ces séparations ont finalement, malgré les inconforts, hein, comme toute situation, fait vivre à mes enfants une forme d'ouverture au monde qu'ils n'auraient jamais vécu si on était restés ensemble. Jamais. Mm. Parce qu'ils ont deux modèles de parents qui sont partis sur des trajectoires très différentes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles se complètent et ça permet à mes enfants d'avoir des options. Mm. Top. J'ai une autre question. Euh, Plus sur l'autre sujet où tu avais parlé de dépendance et de mode survie à un moment donné de ta vie, Mm. justement où tu t'es retrouvée mère au foyer. Comment est-ce que tu as pu sortir de ce mode survie et de cette sensation de dépendance? Oh, ah bah, ça a été très simple en me formant et en ayant un job où je me suis sécurisée en devenant prof. Hmm. C'est-à-dire, à l'époque, comme,
s'était tendu et que j'avais mes deux enfants et que j'étais en congé maternité, c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais faire quoi de ma vie maintenant? Parce que je pouvais plus retourner, comme je n'habitais pas au même endroit géographique que mon compagnon de l'époque. Je me disais, ben, je vais pas retourner avec mes deux enfants sous le bras, habiter là où j'habitais avant avec mon métier. Donc, vu que lui, il avait déjà un métier installé, la logique a fait que, ben, géographiquement, je me rapproche de lui. Et la question, c'était, ben, maintenant, je fais quoi de ma vie, quoi? Et donc, la première étape pour moi de sortir ce mode dépendance, ça a été de trouver un métier qui soit compatible avec mon rôle de maman et où, quoi qu'il advienne, je me sente en sécurité. Et, et ça a été pour moi le fait de me former et je suis devenue prof à 35 ans. Hmm. Du coup, si j'ai bien compris, du coup, t'as deux jobs, hein. Oui, C'est ça. exactement. Ouais. Je suis, euh, je suis enseignante et formatrice et coach. Ok. Mm. J'avais une autre question aussi par rapport à ce que tu avais partagé tout à l'heure que j'ai trouvé assez rigolo. Quand justement tu as commencé ton premier accompagnement, tu as lu un premier livre, un début de deuxième livre aussi, Mm. et tu comprenais pas trop et que c'était un peu en décalé. Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de comprendre et de passer ce step-là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de lire des livres et ils se disent waouh, mais c'est du chinois, je ne comprends Mm. pas. Mm. Comment t'as fait ce switch un peu Ouais. Ben, j'ai fait ce switch parce que moi-même, je me suis formée, en fait, sur ces techniques-là. Donc, quand je me suis formée en PNL, euh, c'est là que j'ai replongé dans le livre de Tony Robbins. Et que, du coup, j'ai compris, enfin, son livre. Et puis après, je suis allée au séminaire et tout. Et puis, de Martini, bah, c'est quand j'ai fait l'école de coaching de David Laroche. Hmm, Parce qu'en fait, j'avais enfin l'explication de ce phénomène d'équilibre, symétrie, de ci, de ça, de histoire de colonne, de tout. Enfin, je comprenais rien, quoi. J'avais l'impression d'être face à des trucs où les gens te racontaient que c'était possible de faire autrement. Donc, c'est super important quand même, hein. Euh, et donc, ça a créé cette ouverture de c'est possible, mais je n'avais pas le comment. Et il y hmm, avait un espèce de mode d'emploi que je ne connaissais pas. Tu vois, c'est un peu comme si j'ai jamais fait de cuisine, j'ai jamais fait de pâtisserie, et puis d'un coup, je veux construire une pièce montée, quoi. Déjà, je sais pas faire une crème brûlée, tu vois. Et donc, c'était ça. Ça a l'air beau, c'est magnifique, c'est waouh, parce qu'ils citent dans leur bouquin plein d'exemples, tu vois, de transformation, de trucs. Et j'ai dit, ah, mais ok, et comment on fait? Et quand ils expliquaient la technique, je comprenais pas, quoi. hmm. Donc, C'était inaccessible. Donc ouais, il y a eu cette phase. Donc, en fait, oui, ce qui m'a aidé, c'est moi-même de me former et de mettre beaucoup de temps, d'énergie, d'argent dans les formations, quoi, comme hmm, beaucoup d'entre nous. hmm. Tu avais parlé d'un truc aussi intéressant par rapport aux couples séparés. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes justement d'avoir des enfants et de vouloir que ça se passe à peu près bien malgré la séparation. Mm. Comment trouver la paix selon toi tout en étant séparés? En prenant conscience de... Alors, déjà, deux choses. Je rembobine. Ok, pour moi, il y a deux axes de conscience à avoir. C'est, en gros, euh, revenir à la paix en soi et à la raison pour laquelle on a aimé le père de nos enfants ou la mère de nos enfants. En gros, pourquoi on a aimé l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on a aimé l'autre? Pour ne pas renier la partie d'amour qui a fait que ces enfants sont quand même arrivés. Et ne pas rester sur juste la dernière phase de la relation où il y a eu des tensions, où il y a eu des conflits, où il y a eu tous les reproches. Donc déjà renier à qu'est-ce que j'ai aimé chez l'autre? Mm, Qu'est-ce qui fait que je me suis mis avec lui ou avec elle? Pour commencer déjà à s'apaiser soi et de pas renier toute l'histoire. mm, Et la deuxième chose, et ça c'est quelque chose que j'ai fait et qui a été un tournant chez moi, c'est parce qu'en fait, si tu veux, même après être séparés, bon, forcément, ayant un fils ensemble, notamment le dernier, il y avait ce truc de, ben, faut quand même, on peut pas couper la relation. Euh, et donc, il y avait encore des échanges qui me blessaient. Il y avait encore des échanges
qui me peinaient, il y avait encore des échanges qui me mettaient en colère. Enfin, tu vois. Et je me revois me dire, purée, je me suis séparée pour arrêter de vivre ça, et je le subis encore, tu vois, la perception de subir encore des trucs. Et, euh, et c'est là, hein, que d'ailleurs j'ai fait le switch et que quand je me suis formée en PNL, j'ai compris le truc. Et de là, je me suis dit, ok, tous ces points sur lesquels je perçois que l'autre m'active, au lieu de réagir, je vais me prendre un temps dessus. Et je me rappelle d'un appel notamment où j'avais mis le haut-parleur, j'avais pris une feuille, et ça a été game changer pour moi. C'est-à-dire que comme j'étais en haut-parleur et que j'étais en mode, bon, en PNL, on va parler de métaposition en fait, c'est-à-dire que au lieu d'être dans ça, ça m'active et je réagis et pendant qu'il continue de discuter, je suis en train de tourner en rond à l'intérieur, ce truc qu'il vient de me dire, et du coup ça monte, ça monte, ça monte, puis il en rajoute un autre, et puis ça continue de monter, tu vois, il fait monter la sauce à l'intérieur, et ben je me disais, ok, oh putain, ça fait mal, et je notais, ce sujet, ça me fait mal. Après, ah, donc du coup, pendant que j'étais en train de noter, du coup, j'étais en train de sortir mon état émotionnel, tu vois. J'étais pas en train de faire monter la sauce, tu vois. Ça montait, ok, j'écrivais, ça fait mal, ok, c'est noté. Après, hein, il continuait, puis parce qu'en fait, il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces moments-là, parce qu'il partait dans ses trucs, ses délires, machin et tout. Et donc, au lieu de réagir, j'écoutais. Donc, il y a eu vraiment cette phase d'écoute où j'ai noté, allez, il y a peut-être 5, 6 points qui me blessaient, qui m'appeinaient, sur lesquels j'aurais eu envie de réagir. Et je me rappelle à la fin de cet appel avoir dit, ok, bon, c'était quoi le but de notre appel déjà? Parce qu'en fait, il y avait toujours un but d'appel qui était le prétexte de notre enfant sur un truc logistique à régler, tu vois. Et plein de trucs qui ressortaient entre-temps. Et donc, du coup, on clôturait l'appel avec c'était quoi le but de notre appel plutôt que de devoir gérer encore tout l'aspect émotionnel. Et une fois que j'ai eu raccroché, je me revois avec cette feuille, me dire, je te remercie, tu viens de me pointer exactement tout ce que j'ai à travailler en moi. Mm. Tu vois. Et comme à l'époque, je commençais à me faire accompagner, bah, du coup, il m'a fait gagner un temps fou sur les sujets que j'avais à bosser, quoi. Ouais. Et derrière, il y en a eu d'autres appels, d'autres échanges. Et à chaque fois, je reprenais cette feuille et me disais, OK, alors là, il vient pointer. OK, ça c'est bon, il repointe le même truc, c'est toujours le même sujet. Et en fait, je me rendais compte que ça tournait toujours autour des mêmes sujets, tu vois. Et donc, je me disais en arrière-plan, c'est bon, je vais avancer dessus, tu vois. Mm. Et c'est fascinant de voir qu'en l'espace allez, j'ai envie de dire 2 mois, c'est le montant qui me vient, c'est qu'en 2 mois, de voir à quel point lui a cessé de m'attaquer sur plein de trucs. Parce qu'il voyait que je réagissais plus, en fait. Mm. Et qui étaient des sujets de disputes monstres quand on était ensemble. Ouais. Et c'est comme si en face, tu vois, il y a plus d'accroche. Donc il essaie encore, il essaie encore, il essaie encore, puis ah merde, ça réagit plus comme avant. Mm. Tu vois. Et d'un coup, il a cessé, enfin pas d'un coup, c'est encore une fois, c'est fait progressivement, mais en prenant de la conscience sur les points sur lesquels il est inactivé, et en mettant de la conscience sur c'est bon, je le prends en charge maintenant, tu vois. Mm. Et ben, petit à petit, les attaques ont cessé, verbales en Oui. tout cas, les accusations. Et tu sais, ce fameux triangle de Cartman, quoi, petit à petit, c'est comme si j'étais sortie du truc. Ouais, Tu ouais, sors du ouais. triangle, en fait. Oui, tu as pris ta responsabilité dans une dynamique où quelque part, oui, on peut pas changer les gens, mais par contre, Mm. on peut changer notre réaction vis-à-vis de ce qui se passe en face de nous, qui fait que forcément le ricochet sera pas le même. Exact, ouais, exact. Et j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable parce que je sais qu'il y a des Mm. personnes qui disent ouais mais moi mon ex ou je sais pas il est toxique, Mm. c'est un pervers narcissique, voilà il est horrible etc. Et Mm. j'ai des enfants avec cette personne. Du Mm. coup peut-être que ton discours peut paraître un peu complexe pour ce genre de personnes qui pensent ça. Donc du Yeah. coup qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là qui sont plus voilà dans vraiment la colère, la haine vis-à-vis de leur ex-compagnon et qui sont dans la toxicité comportementale de leur ex? Tu leur dirais Yes. quoi? Alors là où moi, je me suis raccrochée, et encore une fois, hein, il y a des situations de séparation où il y a des enfants qui me rendent moi encore émotionnelle là-dessus. C'est-à-dire que là, moi, je me suis raccrochée, c'est que je me suis dit euh, que enfin, il aimait notre enfant, et à sa façon, c'était un bon papa, c'était un bon père, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est il avait cette intention d'élever notre enfant,
on avait la valeur commune enfant quand même. Et en fait, le premier truc que je me suis dit, c'est peu importe la forme, peu importe nos relations, peu importe ci, peu importe ça, euh, je sais que en arrière-plan, ils veulent bien de notre enfant. Voilà. Mm. Et donc moi, je me suis ancrée sur cette certitude-là. J'avais à l'époque un petit panneau, c'était marqué Love is the answer, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je me sentais attaquer moi, je me disais, est-ce que l'enfant, il est à l'abri? Est-ce que l'enfant n'est pas en danger? Tu vois? Et ce Mm. qui m'enlevait de la charge mentale. C'est-à-dire que la priorité pour moi, c'était mon enfant n'est pas en danger. Mm. Là, c'est juste, la priorité, c'est notre relation. Donc, même si je pouvais le percevoir toxique ou peu importe, parce que je me percevais comme la victime, etc., etc., de toute façon, de fil en aiguille, plus j'ai bossé sur moi, plus j'ai vu à quel point moi, j'entretenais le schéma. Euh, et, mais en attendant, moi, ce qui m'a quand même sauvé et porté, c'était à chaque fois de remettre de la conscience sur le fait que mon enfant était en sécurité Et quand il était avec lui. Tu vois? si on perçoit que non? Voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'est encore un sujet qui peut potentiellement, moi, me rendre encore émotionnel ou autre. C'est quand tu vois des cas de personnes où, effectivement, je te prends un exemple extrême, hein, où tu peux constater qu'il y a des attouchements sur ton enfant, etc., du côté de l'autre côté. Enfin bref. Et ça, c'est encore un truc où je me dis, wow. Et ben, malheureusement, là, c'est la loi qui doit intervenir. Mais c'est un combat de l'extrême, quoi, tu vois. Euh, Mm. mais euh, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, hormis ces cas extrêmes de psychopathologie dégueulasse, euh, la plupart du temps, ce qui va nous aider, c'est de se dire, on n'a pas la forme, mais moi, je veux le bien de notre enfant et je vais pas répondre à œil, dent pour dent. Tu vois, Mm. je vais pas, mon enfant n'est pas une monnaie d'échange pour prouver que je suis meilleur parent que l'autre. Et j'essaye aussi de voir que moi, j'apporte des valeurs à mon enfant et l'autre, sous une autre forme, apporte d'autres valeurs. Mm. Et si je te prends un exemple extrême, moi je perçois être la personne soutenante et que je perçois que l'autre partie est trop dure, est trop exigeante avec l'enfant, nanana, nanana, ce que moi j'avais tendance à percevoir. Le jour où j'ai lâché le fait que, encore une fois, c'est l'histoire du soutien et du challenge, je me suis dit, putain, mais en fait, ce qui est génial dans ce qui se passe, c'est qu'il est en train de lui apporter le challenge, pas confortable, mais nécessaire aussi pour peut-être avoir de meilleurs résultats à l'école ou faire une sortie sport alors que tu es malade. Enfin, tu vois, des trucs sur lesquels moi j'aurais été plus en mode, bon, ben, on va peut-être se reposer ou écouter plus l'enfant. Si j'apprenais des choses, au lieu de me dire, ah, c'est un mauvais papa, ou ouais, il a pas bien fait, tu vois, de pas entretenir le discours de ce qu'il fait, c'est pas bien, mais avant même comment dire, si moi en arrière-plan je sentais qu'il y avait un désaccord sur la façon dont il pouvait gérer notre enfant, je revenais sur est-ce que mon enfant est en sécurité? Oui, non. Tu vois, est-ce qu'il l'a mis en danger? Oui, non. Euh, ouais, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Et ça a été euh, qu'est-ce qu'il est en train de lui apporter ou de lui aider à faire développer comme compétence que moi je ne fais pas en étant dans le soutien. Tu Mm. vois. Et mais sur le cas de cas extrêmes, il y a toujours la marge de tu sais, ces fameux cercles de c'est quoi ma zone d'influence, c'est quoi la sphère d'influence, c'est quoi là où je peux influencer, enfin, c'est quoi ma zone où j'ai plein pouvoir, c'est quoi la zone d'influence et c'est quoi la zone où je n'ai pas de pouvoir. Et j'ai Mm. envie de dire, quand il y a des cas pathologiques où il y a voilà, où tu sens que ton enfant est en danger, soit psychologique, soit physique, et, eh bien, c'est là qu'il y a des choses qui sortent de notre plein pouvoir et on a besoin de se faire aider, quoi. Mm. Tellement. Et parfois, d'un point de vue légal. Ouais, ouais. Et je voulais en savoir un peu plus aussi par rapport là plus à ta vision et ton impact pour la suite. Toi, qu'est-ce qui te motive profondément dans ce que tu fais, dans les accompagnements que tu proposes, ou aussi bah, ton métier du coup, puisque tu en as deux? Mmh. Euh, L'ouverture du champ des possibles, qui crée une forme de liberté, c'est-à-dire sortie du système binaire de je suis une victime et un bourreau. C'est soit A, soit B, soit je le quitte, soit je reste, soit il y a conflit ou il y a paix. Tu vois, sortir de la binarité qui fait que
ouvrir le champ des possibles crée une putain de liberté, quoi. Mm. Et je crois que je cherche, pareil, enfin, en fait, quand tu prends conscience de ça, tu te rends compte que tout transparaît. Je veux dire, pourquoi je suis prof d'anglais, pas prof de maths, ou au-delà d'être de l'intérêt de la discipline, c'est que moi, ce qui m'éclate dans transmettre une langue, et notamment l'anglais, c'est l'ouverture à l'international, quoi. C'est Mm. l'ouverture à l'autre, l'ouverture à un autre monde. Et en fait, ce qui est fou, c'est que plus tu ouvres la palette de, 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 d'une fonctionnalité, plutôt que d'être dans un monde fermé avec ta propre culture, où c'est soit noir, soit blanc, ça fonctionne comme ci, comme ça, puis d'un coup, tu vas dans un autre pays, et ce que tu fais... Je te prends un exemple très bête, tu vois, tu vas à l'étranger, tu commences à tremper. Alors déjà, il y a pas de croissant à l'étranger trop, mais nous, en France, tu peux tremper ton croissant dans ton café ou ton chocolat. Tu fais ça à l'étranger, les gens trouvent ça dégueulasse, tu vois. Et ça, ils te regardent d'un air choqué et tu as l'impression de faire quelque chose de tout à fait normal, tu vois. Et Mm. donc j'adore toutes ces mini-situations qui créent que ce que tu crois normal n'est pas tant que ça, que c'est juste des choses qui ont été créées de toutes pièces par rapport à l'environnement où tu vis. Et du coup, créer ce pas de côté fait que tu t'ouvres tout un tas de possibilités. C'est comme quand tu rentres dans une... Tu rentres, tu prends le train, tu peux soit choisir de... On se dit, bon, bah, soit je lis mon bouquin ou je regarde mon téléphone et j'échange pas du tout avec la personne, soit je discute avec la personne à côté de moi. Tu te dis, bon, dans l'absolu, on se dit, j'ai deux options, parce que soit je suis seule, soit je suis à côté de quelqu'un. Est-ce que j'ai envie de créer de la relation à ce moment-là ou pas? Mais en réalité, quand tu y songes, tu peux te créer plein de réalités possibles, rien qu'en prenant le train, tu vois. Tu peux te mettre à Mm. danser dans la rame de métro, tu peux te mettre à créer un fou rire général, tu peux te mettre à faire un discours. Moi, je voyais des personnes de l'EDEC qui, par exemple, rentraient dans des rames et qui se présentaient et qui disaient, bah voilà, moi j'accompagne et tout, s'il y en a qui ont besoin de se faire accompagner pendant le trajet. Enfin, tu vois, et tu dis, putain, mais tu peux te créer tellement de réalités différentes en fonction de toutes les options que tu te donnes, tu Mm. vois. Et ouais, je pense que c'est de sortir de cette contraction qui crée cette forme d'aliénation de c'est noir ou blanc. Et du Mm. coup, je suis contractée dans tous les cas. Et de, tiens, ouvre. Mm. Il y a Mm. tellement de réalités possibles, en Et où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 à 10 ans? fait. Je ne me vois plus enseignante, en tout cas au sein de l'éducation nationale, c'est sûr. Parce que de toute façon, je serais peut-être à l'âge, enfin 5 ans, peut-être pas, je serais pas à la retraite, mais petit à petit, en fait, euh, je me vois plus être dans l'accompagnement à la communication en général, avec soi-même et avec les autres. Euh, et ce qui me stimule beaucoup, c'est de créer des expériences, que ce soit en ligne ou que ce soit par le biais de euh, alors conférences, qui peut être une approche, mais surtout créer des immersions, quoi. Mm. Créer de vraies immersions, des moments de rencontre où on mêle à la fois l'aspect théorique et l'aspect physique, comme du breathwork, qui sont des choses aussi que je fais travailler. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi, je fais partie des gens qui sont beaucoup dans le mental, et on en est assez nombreux comme ça, parce qu'on a été nombreux à être formatés comme ça. Et en fait, on ne résout pas tout par le raisonnement, mais on a aussi besoin de résoudre des choses au niveau corporel. Et le breathwork, c'est une façon de lâcher prise, d'accéder à des espaces de conscience auxquels le mental n'a pas toujours réponse. Et, et voilà, arriver à créer des espaces et des parenthèses pour que les gens puissent non seulement vivre quelque chose à l'instant T, mais aussi les appliquer ensuite dans leur quotidien, Mm. pour recréer le lien, en fait. Je pense que mon leitmotiv, c'est comment recréer le lien. Mm. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Oui, et cependant, c'est pas si vieux que ça, ce retour en arrière. Euh, et ça peut être un conseil d'ailleurs pour les personnes qui rentrent en formation euh, quand ça devient intensif, par exemple les decks avec les 2 ans, super intensif, enfin voilà. Le côté passionné,
à ses limites, le côté obsessif à ses limites, c'est-à-dire que c'est passionnant de se former, d'entrer dans le coaching, de se découvrir, de faire du dev perso. Et moi, je me suis tellement passionnée de ça qu'à un moment donné, j'ai oublié mon corps. Et j'ai eu une phase où je ne sentais plus mon corps, en fait. Et donc il y a déjà le sujet en lien avec ça, de pas oublier ses besoins physiologiques, en fait. Mm. Arrêter de manger devant son écran, euh, prendre l'air, absolument, quoi qu'il advienne, même si on adore se former avec toutes les formations en ligne qu'il y a, etc. Je pense que si c'était à refaire, je referais ça. Euh, Ce que j'aimerais bien refaire aussi, c'est dans toute la formation coaching que j'ai faite, de peut-être plus partager au fur et à mesure, parce qu'en fait, on sait très bien que le meilleur moyen d'intégrer, c'est de repartager ce qu'on vient d'apprendre. C'est une des meilleurs moyens d'apprentissage. Et peut-être que j'aurais aimé, et je ne l'ai pas fait pour plein de raisons, parce qu'encore une fois, j'ai pas eu suffisamment d'énergie, et peut-être que j'ai pas eu suffisamment d'énergie parce que je m'occupais pas assez de mon corps à ce moment-là. Je prenais pas suffisamment l'air. Mais je pense que ça aurait pu être intéressant que je partage sur les réseaux, parce qu'avant de rentrer dans les decks, j'étais quand même très présente sur les réseaux, et ouais, de partager régulièrement ce que j'apprenais, Mm. pour non seulement, encore une fois, être dans le partage, mais aussi retranscrire et encore mieux intégrer moi-même, et aussi garder le lien avec les gens qui me suivaient à ce moment-là. Mm. Tu vois. Et qu'est-ce qui Et il te y a rend... un dernier truc aussi, Vas-y. et ça peut être un conseil, c'est à chaque fois que j'investis dans les formations, de voir si j'investis à partir d'un espace de manque ou si j'investis à partir d'un espace de plein. C'est-à-dire Mm. que moi, j'ai eu une période aussi où j'étais un peu dans cette façon, dans cette formatite aiguë, où ah, ça c'est bien, tu vois, c'est toujours pareil, tu ouvres le champ des possibles, et puis d'un coup, tu as cette espèce de. Enfin, j'ai vécu ça, cette espèce de. Tu vois, je suis pas de la génération. J'ai pas grandi, moi, avec les réseaux sociaux, avec YouTube et tout. Et en même temps, cette avidité d'apprendre qui arrivait à passer 40 ans, tu vois, et dire putain, il y a ça, putain, il y a ça, puis, ah, je vais pas avoir le temps. Et puis, je me suis vue prise dans cette boulimie de vouloir apprendre et parfois à me disperser, quoi. Mm. Et à perdre aussi, tu vois, encore une fois, de l'énergie. Et je me dis, putain, mais fais un truc. Fais-le bien, un ou deux, trois trucs maximum, mais donne-toi des limites et fais-le au bout, parce que j'ai fait partie de ces gens qui sont pas allés au bout de certaines formations et qui ont investi sur des trucs. Et je me dis, putain, Mm. ça, si c'était à refaire, je pense que je mesurerais plus les dépenses engagées, qu'elles soient financières ou énergiques, quoi, énergétiques. Mm. Et qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui? De voir mes enfants qui vont bien, malgré les séparations et malgré, vu de l'extérieur, une situation que j'aurais pu juger, moi, à l'âge de 20 ans, comme une situation de cas social, quoi. Si on m'avait dit à 20 ans, ouais, à 40 ans, tu auras divorcé deux fois, tu auras trois enfants de deux papas différents, je me serais dit, c'est quoi cette. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout. J'ai pas été élevée comme ça. Moi, j'aurai des enfants, je vais me marier, enfin. Et Mm. j'aurais pas cru, quoi. Et dans ma tête, c'était forcément des enfants qui vont pas bien. Mm. Ce genre de cas de figure. Et en fait, j'ai des enfants qui vont bien. Mm. Est-ce que tu as un message ou une réflexion que tu souhaiterais laisser aux personnes là avant de couper? Mettez de la conscience sur les petites alertes, en fait, qui arrivent en vous. Les petites alertes émotionnelles, sinon elles vont grandir. Et, et après, au moment tu vois, au moment de résoudre le truc, ça va forcément créer des cataclysmes où ça va être plus dur. Par exemple, on on n'arrive pas en colère hystérique par hasard. Mm. C'est le cumul au début d'une frustration. En fait, l'hystérie arrive, et j'en parle en connaissance de cause, hein, parce que c'est comme ça que j'ai été aussi. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, wow, il se passe quoi là? Jamais j'ai été comme ça, cette personne-là. Et en fait, l'hystérie arrive parce qu'à un moment donné, il y a des frustrations qu'on n'a pas entendues. Mm. Et c'est tellement plus simple de réguler les frustrations. C'est tellement plus simple de réguler les petits états émotionnels au départ.
en mettant de la conscience dessus, plutôt que d'attendre que ça explose, parce que de toute façon, à un moment donné, ça explosera si on les entend pas. Mmh. Et si les personnes, qui nous ont écoutés, veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, je suis présente Facebook, Instagram, hem, j'ai une chaîne YouTube aussi. J'aimerais bien la réactiver un petit peu ces derniers temps, j'ai pas mis trop de choses dessus. Mais sinon, oui, c'est, Blandine Joy Lefebvre Mmh. avec un B. Mais ouais, les réseaux sociaux, c'est plutôt Facebook, Instagram, hem et puis, un peu de TikTok, mais là, c'était plus pour, m'amuser à faire quelques réels, mais je suis pas très, très présente sur TikTok, non. Sinon Messenger, ouais. Messenger sur Facebook, c'est là que je serai le plus réactive. OK. Beh, je mettrai, toutes les informations justement, dans la description. En tout cas, je te Ça remercie marche. beaucoup, pour tous tes partages, c'est super enrichissant, et puis, on se dit à très bientôt. Je te remercie beaucoup, Charline, et grand merci à vous tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Partage de coach. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, pensez à laisser un petit mot, un like et surtout à le partager, parce qu'une histoire partagée peut transformer une trajectoire. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté Asilience, un espace vivant et gratuit où chaque semaine, nous partageons des événements, des ateliers et des temps forts pour développer les 4 piliers du coach de demain. La posture pour incarner certitude et légitimité. Du coaching transformationnel pour créer de vraies transformations. Un business aligné pour vendre avec authenticité et impact. Du leadership pour inspirer et fédérer durablement. Le lien est directement en description, juste en bas. Et rappelez-vous, dans Asilience, on ne grandit jamais seul. À très vite pour un nouvel épisode de Partage de coach.